Ce que vous pensiez savoir sur l'énergie en Europe va voler en éclats. La Pologne est aujourd'hui au bord d'une catastrophe dont personne ne voulait parler. Et ce qui attend le reste de l'Europe pourrait bien vous surprendre. Parce qu'en réalité, la crise énergétique que nous vivons n'est que le début d'un bouleversement géopolitique sans précédent. Rappelez-vous ce moment, après le sabotage des gazoducs Nord Stream. Le gouvernement polonais, euphorique, remerciait l'Amérique, persuadé d'avoir enfin tourné la page du gaz russe. Mais aujourd'hui, alors que la Russie a définitivement coupé le robinet, que le Qatar n'offre aucune alternative crédible, la réalité frappe de plein fouet. Les contrats secrets, les grandes annonces sur la diversification, tout cela s'est révélé être du vent. Personne ne sait vraiment d'où viendra l'énergie, ni à quel prix. Le résultat ? Une explosion des factures, une incertitude totale sur l'approvisionnement, et derrière, une instabilité sociale qui ne demande qu'à grandir. Et ce sont les citoyens, vous, qui allez payer le prix fort des décisions hâtives de dirigeants qui n'ont jamais mesuré les conséquences de leurs actes. Car en croyant s'émanciper de Moscou, l'Europe a simplement troqué une dépendance pour une autre, sans jamais anticiper le chaos intérieur. Alors, comment l'Europe a-t-elle pu se piéger elle-même ? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, revenons sur les choix qui ont précipité cette crise. L'Europe a-t-elle vraiment gagné son indépendance ou est-elle tombée dans un nouveau piège ? Après l'explosion du gazoduc Nord Stream, la Pologne, comme une grande partie de l'Europe, a célébré la rupture avec la Russie. Fini le gaz russe. Place à la liberté énergétique, à l'alliance avec les États-Unis et à des accords spectaculaires avec le Qatar. Devant les caméras, des poignées de main, des discours ambitieux, des promesses de diversification. Mais derrière cette mise en scène, que savait vraiment le public ? Presque rien. Les contrats étaient signés dans la plus grande opacité, les détails cachés comme la recette d'un fast-food célèbre. On nous parlait d'un avenir radieux grâce au gaz liquéfié, mais à quel prix, avec quelle garantie, et surtout, avec quelles conséquences pour les citoyens ? Car la vérité, c'est que l'Europe n'a fait que déplacer sa dépendance. D'un gazoduc russe à des cargos venus d'autres autocraties. On s'est contenté de changer le visage du fournisseur sans jamais questionner la logique du système. Le Qatar, lui aussi, est loin d'être un modèle de démocratie, mais cet autoritarisme nouvelle génération n'a pas semblé déranger Varsovie ou Bruxelles, tant qu'on pouvait couper le ruban devant les caméras. Et pendant qu'on célébrait la victoire géopolitique, les prix de l'énergie se sont envolés. Résultat, ce sont les citoyens européens qui perdent la facture, parfois 3 fois plus cher qu'avant. On a troqué une dépendance pour une autre, et on a négligé les conséquences sociales, économiques et stratégiques de ces décisions prises dans l'urgence et les symboles. Mais cette fuite en avant n'a fait qu'aggraver le problème. La vraie menace se précise aujourd'hui. Et si la crise énergétique n'était que la première couche du désastre ? Car derrière les chiffres des factures qui explosent, un autre danger, bien plus insidieux, menace déjà la Pologne. La déstabilisation sociale et sécuritaire, alimentée par des décisions géopolitiques mal anticipées. Depuis des mois, on assiste à l'arrivée massive d'Ukrainiens, dont de nombreux anciens combattants, souvent profondément marqués par la guerre. Ces hommes, porteurs de traumatismes difficiles à soigner, peinent à se réinsérer. Le risque ? Que ces blessures invisibles se transforment en violence, en errance, ou pire, en criminalité organisée. Ce n'est plus seulement l'avis de quelques analystes jugés alarmistes. Même le chef de la police polonaise, le général Marek Boron, tire la sonnette d'alarme. Jamais la Pologne n'a été aussi vulnérable face à l'implantation rapide de mafias et de trafics en tout genre. Drogue, armes, blanchiment d'argent, tout s'accélère dans un climat d'instabilité. Et derrière ces réseaux, bien souvent, des groupes structurés venus d'Ukraine, profitant d'un État en voie d'effondrement. La Pologne, aujourd'hui, n'a ni les moyens humains, ni les outils pour gérer ce retour de la violence. Face à des milliers d'hommes formés à la guerre, armés et désespérés, la police et les institutions locales sont dépassées. Fermer la frontière ? Trop tard, le flux est en route. Construire un mur ? Cela signifierait renier les engagements européens,
déclenchant tensions et divisions avec les voisins du Sud et de l'Ouest. Le vrai cauchemar, c'est l'explosion de l'insécurité, la perte de contrôle de l'État et l'éclatement du tissu social. Si rien ne change, l'Europe pourrait se retrouver confrontée à une vague de chaos digne des Balkans, mais cette fois, à ses propres portes. Mais la crise de sécurité n'est rien face à ce qui se prépare sur le front énergétique. La Russie vient de bouleverser irrémédiablement le jeu énergétique mondial. Vous avez bien entendu, Poutine menace de couper le gaz à l'Europe, non pas dans 3 ans, mais potentiellement dès maintenant. Un coup d'une audace folle, qui prend de court Bruxelles et laisse tout le continent sans marge de manœuvre. Parce qu'en réalité, malgré tous les discours, l'Europe est loin d'avoir tourné la page du gaz russe. Après des sanctions historiques, la Russie pèse toujours près de 13% des importations gazières européennes, soit plus de 15 milliards d'euros par an. Pire, en début d'année, les importations de gaz russe liquéfié ont même augmenté de 7% par rapport à l'an dernier. On critique Moscou à Bruxelles, mais, en coulisses, on continue d'acheter juste assez pour que l'Europe ne gèle pas et que ses usines tournent. Mais désormais, le Kremlin n'attend plus. Plutôt que de subir l'embargo prévu pour 2027, la Russie pourrait tout simplement fermer les vannes, privant soudainement l'Europe de ce filet de sécurité. Et ce, alors même que la demande asiatique flambe, que le Qatar hésite ou privilégie ses clients d'Extrême-Orient, et que nos propres réserves fondent à vue d'œil. Résultat ? Les prix du gaz et de l'électricité menacent d'exploser à nouveau. Pour beaucoup, cela veut dire des factures qui grimpent, une industrie qui ralentit, et des entreprises qui songent à délocaliser. Et le choc ne restera pas qu'économique. L'écart se creuse déjà entre les pays de l'UE les plus vulnérables et ceux mieux préparés. Le risque de récession généralisée plane, avec son cortège de chômage, de colère sociale et de défiance envers les institutions. L'unité européenne elle-même vacille, alors que chacun cherche à sauver sa peau, quitte à négocier en solo ou à pointer du doigt ses voisins. Si rien ne change, c'est toute la promesse de prospérité et de stabilité qui vacille. Face à ce choc, une question s'impose. Comment l'Europe peut-elle réagir, alors que ses marges de manœuvre semblent fondre aussi vite que ses réserves de gaz? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Que peut-on encore sauver face à ce double séisme? D'abord, il faut rompre avec l'autosatisfaction qui domine à Bruxelles. Les faits sont là. La stratégie du tout-sanction, censée isoler Moscou et garantir notre sécurité, s'est retournée contre nous. Malgré les annonces, l'Union européenne dépend toujours du gaz russe, qui représentait encore 13% de nos importations en 2025, pour un coût de 15 milliards d'euros par an. Pire, les importations de gaz liquéfié en provenance de Russie ont même augmenté de 7% récemment, preuve que la réalité ne se plie pas aux proclamations politiques. Ce premier constat doit inciter à plus d'humilité et à admettre que l'approche punitive a été, en grande partie, un échec. Ensuite, il est crucial de repenser de fond en comble la sécurité énergétique. Cela commence par une vraie diversification des approvisionnements. Ne pas simplement échanger une dépendance contre une autre, mais explorer toutes les alternatives, y compris avec des partenaires plus fiables et sur le long terme. La transparence totale sur les contrats énergétiques doit devenir la norme, pour éviter les négociations opaques qui ont plombé la confiance. Il faut aussi savoir négocier avec pragmatisme, sans dogmatisme, et accepter que la géopolitique n'est pas un jeu à somme nulle. Sur le plan sécuritaire, l'urgence est de préparer un plan de fermeture stricte de la frontière polono-ukrainienne. Non seulement pour maîtriser les flux migratoires, mais aussi pour empêcher l'entrée de criminels et anticiper le retour de combattants, dont le passage incontrôlé pourrait déstabiliser toute la région. Sans cette rigueur, la criminalité et la tension sociale risquent d'exploser. Enfin, l'Europe doit anticiper et organiser la gestion de ces migrations, sous peine de voir la défiance envers les institutions et les dirigeants atteindre un point de non-retour. Si rien ne change, nous nous dirigeons tout droit vers la désindustrialisation, l'explosion des factures et une crise sociale durable. À chacun d'entre vous maintenant de tirer les leçons de ce qu'il vient de se passer. Et vous, pensez-vous que l'Europe peut survivre à cette rupture? Est-elle encore capable de surmonter une crise qu'elle a, en grande partie, elle-même provoquée? Ou bien sommes-nous condamnés à subir, impuissants,
les conséquences de choix politiques et économiques que nous n'avons pas vraiment discutés? Regardons les choses en face. Pendant des décennies, l'Europe et la Pologne se sont construites sur un équilibre fragile, pensant pouvoir jouer sur tous les tableaux. Profiter du gaz russe bon marché, attirer les investissements mondiaux, ouvrir leurs frontières, mais sans jamais vraiment anticiper le coût caché de cette dépendance. Aujourd'hui, ce château de cartes s'effondre sous nos yeux. Les sanctions, censées affaiblir la Russie, ont surtout révélé nos propres faiblesses. Les réserves de gaz sont au plus bas, les alternatives promises tardent à arriver ou sont hors de prix, et les partenaires fiables se font rares. Certains diront encore que l'Europe est la victime d'un jeu géopolitique dépassant ses moyens, coincée entre la puissance russe, les ambitions américaines et la concurrence asiatique. Mais la vérité, c'est que nous avons choisi ce chemin. Par peur de la dépendance, nous avons sauté dans une autre, celle du gaz liquéfié américain ou qatari, des promesses vertes qui peinent à tenir la cadence, et surtout d'un marché mondial totalement imprévisible. Pire encore, en cherchant à diversifier nos sources, nous avons ignoré les répercussions internes. Hausse du coût de la vie, tensions sur le marché du travail, divisions politiques de plus en plus vives. Les classes moyennes voient leur pouvoir d'achat fondre, les entreprises délocalisent, et le fossé entre l'Est et l'Ouest de l'Union ne cesse de s'élargir. Rester passif aujourd'hui, c'est accepter de voir nos factures grimper sans fin, notre sécurité énergétique s'effriter et notre cohésion sociale s'éroder. C'est aussi accepter que d'autres décident à notre place, loin de nos réalités quotidiennes. Si rien ne change, nous risquons de vivre une décennie de crises à répétition. Instabilité sociale, montée de l'extrémisme, perte de confiance dans nos institutions et nos dirigeants. Et, au bout du compte, un recul de l'influence européenne sur la scène mondiale, déjà fragile. Mais il y a une autre voie. La lucidité, d'abord, accepter que nos problèmes viennent aussi de nos propres choix et oser en débattre honnêtement, sans tabou. L'engagement, ensuite, exiger de nos responsables une véritable stratégie de long terme, qui ne sacrifie ni notre souveraineté énergétique, ni notre stabilité sociale, au nom d'illusions ou de slogans creux. Cela passe par un vrai dialogue démocratique sur la politique énergétique, sur la gestion des frontières, sur nos priorités industrielles. Par des investissements massifs dans la recherche, dans le stockage et la production locale, et une politique migratoire adaptée aux besoins réels, pas dictée par l'urgence ou la pression de l'actualité. L'Europe peut-elle survivre à cette rupture? Oui, mais à condition de sortir de la posture de victime, de regarder lucidement ses erreurs en face et de reprendre le contrôle de son destin. La responsabilité ne repose plus seulement sur les épaules de Bruxelles ou de Varsovie, mais sur chacun de nous. Sommes-nous prêts à réclamer ce changement? À débattre, à voter, à exiger des comptes? Ou allons-nous simplement attendre que la prochaine facture tombe, en espérant que la tempête passe? La vraie question n'est plus de savoir si l'Europe est victime ou complice de sa propre débâcle, mais si nous sommes prêts à refuser la fatalité et à écrire une nouvelle page, ensemble. À vous de choisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'Europe peut-elle encore inverser la tendance? Avez-vous déjà ressenti l'impact de cette crise énergétique dans votre vie? Partagez vos expériences, vos doutes, vos solutions, c'est par ce dialogue qu'on pourra avancer. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Restez curieux, restez engagés et surtout, restez lucides. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine.